Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant le thème de la défaillance d'entreprise et de la finance. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier à combien s'élèvent les coûts de défaillance. Les ordres de grandeur, généralement cités dans la littérature, sont-ils pertinents? La question est importante, car elle dicte la pertinence de leur prise en compte dans les décisions de financement. Je vous renvoie à ce sujet à la vidéo parue en novembre 2016. Les 3 autres questions sont 2. Une entreprise dont l'endettement est très dispersé est-elle plus difficile à restructurer en cas de défaillance? Ou encore, est-ce un facteur de coût supplémentaire? 3. Quand la défaillance peut s'avérer très coûteuse, les créanciers abandonnent-ils l'idée d'inclure des clauses contraignantes susceptibles de déclencher rapidement le processus de défaillance? Et 4. Les crises sur les marchés des dettes aux entreprises, obligataires d'une part, bancaires d'autre part, sont-elles comparables? Ont-elles des effets macroéconomiques du même ordre? Dans une étude publiée dans le Journal of Financial Economics, Brent Glover défend la thèse que les estimations courantes des coûts de défaillance sont notoirement sous-évaluées. La raison en est simple. Elles sont fondées uniquement sur l'observation des cas de défaillance. Le problème est que ces estimations souffrent terriblement d'un biais d'endogénéité. Il y a peu de raisons de penser que ces coûts sont égaux pour toutes les entreprises et ignorés par les dirigeants lorsqu'ils prennent leurs décisions de financement. Dès lors, on peut penser que celles exposées aux coûts les plus élevés cherchent à les éviter en adoptant des politiques prudentes de financement et font donc rarement faillite. Pour contourner cette difficulté, Glover développe un modèle structurel de choix de structure du capital en maximisant la valeur de la firme, c'est-à-dire en mettant face à face gain fiscal contre coût de défaillance. Les paramètres caractéristiques de chaque firme, et en particulier le coût de défaillance, sont ensuite estimés par la méthode des moments généralisés, à partir d'un échantillon de 2505 firmes américaines non financières observées sur une base trimestrielle sur la période allant de 1947 à 2010. Glover développe un modèle structurel au sein duquel une firme est confrontée à 2 sources d'incertitude. La première est liée à l'état de l'économie, bon ou mauvais. La seconde est propre à chaque firme et retrace donc un risque idiosyncratique. Tous les acteurs disposent d'une estimation de la part de valeur totale d'entreprise qui serait perdue en cas de défaillance. Les marchés en tiennent compte dans la valorisation aussi bien des actions que des dettes. Ces coûts sont donc internalisés. La dette génère un avantage fiscal et suivant la théorie du compromis, les dirigeants retiennent la structure financière qui maximise la valeur actionnariale. Le modèle contient 6 paramètres caractérisant la dynamique de l'économie. Pour chaque État, un taux de croissance espéré, une volatilité et 2 probabilités de transition entre États. Ces paramètres sont estimés par l'auteur selon la méthode du maximum de vraisemblance sur des données trimestrielles agrégées.
Le modèle contient par ailleurs 4 paramètres caractéristiques de chaque firme. Un taux de croissance espéré, un bêta, une mesure de risque idiosyncratique et un coût de défaillance. L'auteur estime l'ensemble de ces paramètres en recourant à la méthode des moments généralisés. 7 moments retenus en l'occurrence. Glover vérifie que les coûts de défaillance ainsi estimés pour chaque firme sont hétérogènes. Il met en évidence des différences par secteur et par classe de notation. Les notes les meilleures sont associées aux coûts les plus élevés. Il estime, enfin, un modèle de régression, où les estimations précédentes sont associées à des mesures comptables, comme les ratios market to book, ou encore la rentabilité ou l'importance des dépenses en recherche et développement. La présence d'opportunités de croissance et d'actifs immatériels pouvant laisser présager des coûts de défaillance élevés. Les résultats fournis par Glover soutiennent la thèse que les entreprises sont exposées ex ante à des coûts de défaillance qui peuvent fortement différer. Par exemple, de 56,8% pour des firmes notées AAA et de 30,5% pour celles notées B. Pour cet auteur, les firmes exposées aux coûts de défaillance les plus élevés préfèrent réduire leurs risques et choisissent donc rationnellement des leviers faibles. Ceci a aussi pour conséquence d'exposer les mesures couramment produites des coûts de défaillance à de sérieux biais d'endogénéité, puisque les entreprises les plus sujettes à la défaillance sont les plus endettées, et donc celles sujettes à des coûts de défaillance dès lors. Les estimations courantes des coûts de défaillance, à partir des seules entreprises en difficulté, conduisent à des sous-évaluations considérables. Glover avance qu'en moyenne, il s'élèverait autour de 45% pour l'ensemble de la population, alors qu'ils ne sont que de 25% pour les seules firmes défaillantes. L'importance de ces coûts permet de mieux comprendre pourquoi certaines firmes choisissent des niveaux d'endettement très faibles en dépit des incitations fiscales.